Bonjour à toutes, bonjour à tous mes chers amis, un autre rendez-vous ensemble. On est ravis de vous retrouver. Alors ce soir, j'ai le plaisir encore de recevoir une personnalité de Moyen-Orient, de Proche-Orient et internationale, d'une famille qu'il y a beaucoup d'histoires sur cette famille et sur cette peuple. C'est le peuple de Kurdistan et c'est la famille de Mollah Mustafa Barzani. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Seyvan Barzani, que vous le connaissez bien. Plusieurs fois, il était notre invité, mes chers amis. Et ce soir, comme vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans le monde. Des États-Unis jusqu'à l'Europe, jusqu'à l'autre côté, Moyen-Orient, Proche-Orient. Alors, M. Barzani, c'est un spécialiste de politique internationale, bien sûr, et politique d'Irak, son pays, et Kurdistan, bien sûr. Kurdistan qui était, aujourd'hui, on dit, c'est la Suisse. C'est la Suisse de l'Asie, on peut dire. Ils ont pu assez bien travailler pendant toutes ces années, depuis la chute de Saddam Hussein, que Kurdistan, aujourd'hui, comme vous pourrez constater dans les médias, il n'y a aucun problème. Pourtant, il y a des problèmes en dehors de Kurdistan en Irak, mais Kurdistan, grâce à la famille Barzani, Talibani, et le peuple kurde, avec 7000 ans de civilisation, comme vous avez pu constater, c'est calme. Et même actuellement, l'université qui existe en Kurdistan, les universités reçoivent beaucoup de gens. Alors de tout ça, on va parler avec M. Barzani. M. Barzani, bonsoir mon cher ami. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Plaisir, c'est un honneur d'être avec vous encore. Merci pour moi aussi. Plaisir. Monsieur Barzani, comment on dit quoi de neuf? En fait, le neuf, c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui au Parlement irakien. L'accord entre les États-Unis et l'Irak a été promulgué par le Conseil de la Présidence après avoir été accepté par le Parlement à 144 voix contre 35. Et cet accord régit les relations à long terme avec les États-Unis dans les domaines scientifiques, culturels, économiques et politiques. Et il y a aussi l'accord pour le retrait des troupes américaines de l'Irak fin 2011. Fin 2011. Oui. Donc d'ici à peu près 8 mois, toutes les troupes américaines quitteront les villes et entreront dans des bases spécifiques pour l'armée américaine. Il y aura des camps militaires à l'extérieur des zones habitées. Ce sera en juin 2009, donc l'année prochaine. Et fin 2011, les dernières troupes américaines quitteront l'Irak. Et donc on est arrivé au terme de processus qui a commencé avec l'arrivée des troupes américaines à Bagdad le 7 avril 2003. Et aujourd'hui, l'Irak sortira de la tutelle des Nations Unies qui lui a été imposée depuis son invasion du Koweït et entrera dans une nouvelle ère, dans une ère de, je crois, de stabilité et de retour vers la souveraineté, retour progressif vers la souveraineté et retour vers un État irakien, un État indépendant dans les 3 ou 4 années à venir. Vous savez, on a un grave problème, c'est le problème des dommages de guerre. Oui. Je crois que rien qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a $1 trillion de dommages et intérêts que la population et des sociétés, des personnes morales et physiques réclament à l'Irak. Je crois que toutes ces réclamations qui sont dans les pays du Golfe, dans l'Asie, en Europe, aux États-Unis, ne sont pas justifiées. Certaines personnes considèrent qu'ils n'ont pas pu avoir leur contrat à cause de la guerre au Koweït. Il y a 20 ans, ils demandent des centaines de milliers de dollars à l'Irak. D'autres prétendent avoir perdu beaucoup d'argent à cause de la guerre. Donc si l'Irak paye tous les dommages et intérêts liés aux guerres de Saddam Hussein, si le peuple irakien est reconnu comme responsable de ce que ce régime a fait
d'ailleurs avec l'aide de toute la communauté internationale. Les armes, le soutien politique, le soutien du monde entier pour Saddam Hussein fait que les autres aussi sont responsables. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il faut trouver une solution pour les dommages et intérêts, et c'est qu'après que l'Irak peut se reconstruire totalement. Comme vous aviez dit, au Kurdistan, c'est vrai que ça se construit assez rapidement. Nous avons plus de 16 à 17 universités, dont Bravo, 17, bravo. 3 ou 4 universités. Combien de mètres carrés votre Kurdistan, ça fait actuellement combien de Le mètres carrés? Kurdistan, qui est reconnu par la constitution irakienne, fait dans les 42 000 km² exactement. 16, 17 universités, 42 km, c'est énorme. Pour à peu près Bravo. 5 millions d'habitants. Avec la chute du régime irakien de Saddam Hussein, on était à peu près 3 600 000. Et nous avons reçu à peu près 200 000 chrétiens, comme des réfugiés qui ont fui Qu'ils avaient l'Irak. des problèmes en dehors de Kurdistan. Des autres, des chiites, des sunnites, des Kurdes qui se sont réfugiés dans le Kurdistan, et la population se rapproche des 5 millions actuellement. C'est vrai que les universités, il y a beaucoup d'universités, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous avons beaucoup de gens des pays voisins aussi qui viennent vers le Kurdistan, du reste de l'Irak. Et la stratégie de notre gouvernement était toujours d'avoir les deux axes majeurs, santé et éducation. L'éducation, c'est assez réussi avec les dizaines d'écoles internationales et des autres écoles au Kurdistan, et avec 17 à 18 universités actuellement, dont 4 universités internationales, l'université américaine. Il y a même une université turque qui enseigne évidemment l'anglais. Il y a l'université franco-libanaise qui est à Erbil aussi, par correspondance, mais on peut peut-être le développer dans l'avenir pour avoir une université française. Et puis l'axe de la santé, ça prend beaucoup de temps. Et nous ne sommes pas encore arrivés à développer le secteur de la santé comme nous le voudrions. Oui. C'est vrai que nous avons reçu des centaines, des milliers de professionnels de la santé et des médecins qui ont fui le reste de l'Irak, mais ceci n'est pas encore suffisant pour développer le pays. Et ce qui concerne l'économie, la construction, ça se développe très rapidement, et le pays connaît une stabilité, une prospérité sans équivalent dans toute la région. Les salaires sont bien plus élevés. C'est combien le salaire minimum en Il n'y a Kurdistan? pas de salaire minimum, mais je crois que le salaire moyen aujourd'hui c'est dans les 900 à 1000 $. Ah bon? C'est Donc, très intéressant. Ce qui n'est pas mal. C'est 4 fois plus que Bagdad. Bagdad, avant la chute de Saddam Hussein, pour un ordre de grandeur, un juge gagnait 7 $. 7 $ Par mois. Un professeur d'université dans les 5 $ et un professeur de lycée dans les 3 $. Un soldat avait 30 cents de dollars par mois. Par mois. Et c'était à cause de l'embargo évidemment, mais c'était aussi la politique de régime baathiste qui veut par tous les moyens affamer la population pour qu'il devienne corrompu, donc contrôlable par le régime. Et cette politique fait beaucoup de dégâts encore. Il y a encore beaucoup de corruption, même si les salaires ont augmenté dans tout l'Irak. Le même juge qui gagnait dans les 7 $, aujourd'hui il est dans les 6 à 7 000 $. Même à Bagdad. Ah, même à Bagdad. C'est payé par les Américains? Non, c'est payé par l'Irak, c'est parmi les pays les plus riches au monde. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui demandent des dommages et intérêts. Ah, c'est grâce à la vente de pétrole, c'est ça? C'est la caisse de pétrole. On a le pétrole, le gaz, des minerais, l'agriculture aussi, c'est la Mésopotamie, donc du nord vers le sud. On a beaucoup de ressources en eau, on a des ressources humaines qui n'existent pas par exemple dans les pays du Golfe. Dans certains pays du Golfe, il n'y a que le pétrole. Ouais. Alors que l'Irak, il y a tout.